Bonjour à tous, bienvenue dans le studio des experts où on va passer à peu près 57 minutes, pour être précis, à parler des événements de la semaine écoulée. Alors, on va parler évidemment de Covid, on va parler de commerce, mais on parlera d'autres choses aussi. Pour respecter strictement les règles sanitaires, 2 personnalités politiques du Parlement bruxellois seront là et 2 experts pour analyser l'actualité et mettre nos invités sur le grill. Vanessa Lhuillier, journaliste à BX1, bonjour. Bonjour. Et Mathieu Ladevez, journaliste à ADH, bonjour. Bonjour. S'il y en a qui doivent regretter de s'être épanchés, et surtout s'il y en a un qui doit regretter de s'être épanché sur LN24 en début de semaine, c'est bien le ministre Alain Marron, qui au détour d'un entretien lance l'idée que la région bruxelloise achèterait des terres agricoles en Brabant. Et c'est le tollé dans les autres partis, au gouvernement bruxellois, chez les Wallons, chez les Flamands, chez les agriculteurs. On le soupçonne de vouloir étatiser l'agriculture. Cela grince jusqu'à nos voisins de TVcom, la télé du Brabant wallon. 20 hectares de terre à cultiver, un magasin pour la vente directe des produits. À la ferme de la distillerie à Bousval, Jérémy et Marie Vermeeren cultivent l'esprit de la ferme familiale. Alors l'annonce du projet d'achat de terres agricoles en Brabant wallon par le ministre bruxellois Alain Marron passe mal. Ma première réaction, c'est pas la solution d'acheter des terres agricoles au nom d'une région ou d'une province ou quoi que ce soit. Le problème serait plutôt de s'assurer que les terres agricoles restent aux agriculteurs et producteurs belges. Le problème, c'est ça, c'est que c'est toujours la même chose, c'est ceux qui ont plus d'argent qui arrivent à avancer le plus. Et du coup, eux s'accaparent les terres et placent des personnes qui ne sont pas faites pour le milieu producteur, local et agriculteur. Du côté de la Fédération wallonne de l'agriculture, c'est l'incompréhension également. En achetant des terres agricoles dans la province, la région bruxelloise mettrait encore plus de pression sur les prix, des prix qui sont déjà particulièrement élevés autour de Bruxelles. Mais évidemment, ce que l'on peut craindre, c'est que dès lors que quelqu'un qui arrive avec des moyens publics n'ait des capacités d'acheter des terres qui soient plus importantes, et donc cette capacité de pouvoir offrir des prix plus élevés. Or, les prix des terres en Brabant wallon sont déjà les plus élevés en Wallonie. C'est donc l'incompréhension et la colère également. Du côté des agriculteurs du Brabant wallon, on met en avant la difficulté de pouvoir acheter des terres pour un jeune qui débute, tout en rappelant le caractère familial de l'agriculture wallonne. Alors depuis lors, Alain Marron s'est excusé, mais que restera-t-il de cette mésaventure, Vanessa Lhuillier ? Je pense que déjà, il va rester certainement une belle erreur de communication à un moment donné. C'est-à-dire qu'il est également ministre de la Santé, donc on ne l'attend pas vraiment sur ce terrain pour l'instant, en tout cas. Ensuite, il faut quand même savoir que en 2015, le gouvernement avait lancé, donc l'ancien gouvernement avait lancé le plan Good Food, et que c'est dans le cadre en fait de ce plan Good Food qu'on avait dit que la région bruxelloise devait, en tout cas, avoir 30% de sa consommation dans les fruits et légumes les plus consommés produits localement. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on visait une expansion territoriale pour l'Interland, enfin en tout cas à 10 km autour de Bruxelles. Alors finalement, en 2018, à la réévaluation, ça a été un petit peu augmenté pour parler d'acquisition éventuelle de terrain en Brabant wallon et en Brabant flamand. Et donc, je pense que par la suite, ça a été un peu la surprise certainement pour Alain Marron de voir d'un seul coup tous ces partis, y compris dans la majorité bruxelloise, réagir aussi violemment pour quelque chose en fait qui était une vieille idée qui a été ressortie des placards pour l'instant en tout cas. Mais entre acquérir éventuellement et acquérir, c'est encore une différence. Mathieu Ladevez, votre analyse ? C'est la énième boulette d'Alain Marron. Je pense que depuis le début de la législature, on lui dit, pas mal de gens, pas mal de conseillers, même une partie de la majorité lui disent de la fermer un peu, en tout cas de faire attention à ce qu'il dit. Et il n'y arrive pas, donc je trouve que c'est dommage pour lui, parce que des boulettes comme ça se paye cash au niveau des élections, les gens n'oublient pas ça, et les partis surtout n'oublient pas. Au-delà de la pertinence ou pas du projet, parce que je ne suis pas un spécialiste, toi on me dit manger circuit court, manger local, manger bio, je ne vais pas dire non forcément, mais je ne sais pas si c'est pertinent d'aller acheter des terres à droite, à gauche, donc je ne vais pas me positionner là-dessus. Moi, ce que ça m'a inspiré, c'est que j'ai vraiment vu une guerre de clochers à tous les niveaux.
C'était assez dramatique, une guerre de clochers entre les partis. On a vu le MR qui pour l'instant est très 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 agressif à Bruxelles, notamment sur les écolos, on peut le comprendre, ils veulent récupérer les voix qu'ils ont perdues dans les dernières élections, qui n'arrêtent pas de mordre les mollets d'Alain Marron, mais en plus Alain Marron il lève son pantalon pour leur donner les mollets. Donc voilà. Et surtout, ce qui m'a le plus inquiété, c'est l'espèce de guerre de clochers entre les Bruxellois, les Wallons et les Flamands. J'ai vraiment eu l'impression que tous ces Wallons un peu plénipotentiaires comme ça étaient en train de dire c'est chez nous ici, pas touche les Bruxellois, vous êtes qui pour vous y connaître en agriculture. Ça m'a un peu choqué. Franchement, ça m'a un peu choqué l'attitude des Wallons parce que bon voilà, au final, Bruxelles propose peut-être d'investir en région wallonne, que ce soit en Brabant wallon ou ailleurs ou en Flandre, développer quelque chose qui serait bio, durable, circuit court. Donc au final, le projet m'a l'air plutôt positif. Certes, il y a des problèmes de communication à la base, mais la réaction épidermique de tous les pontes wallons, notamment même David Clin-Varal, ministre fédéral de la Culture, qu'est-ce qui vient intervenir là-dedans ? Ça m'a un peu choqué, voilà. On va voir ce qu'en pensent nos deux politiques bruxellois. Et nous recevons aujourd'hui Françoise de Smet, qui est chef de groupe PTB au Parlement bruxellois, et à ses côtés, le président du Parlement bruxellois, Rachid Madrane, du Parti socialiste. Et on va commencer par vous, Rachid Madrane. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée d'acheter des terres dans une province attenante à Bruxelles pour rapprocher les circuits, les légumes et les fruits des Bruxellois? Alors, il y a le fond et la forme. En soi, l'idée est intéressante, elle est à creuser. D'ailleurs, on n'a pas beaucoup parlé de l'idée et du fond, on a beaucoup parlé de la forme. Et j'ai entendu que certains d'entre vous ont dit que c'était une erreur de com. Oui, en effet, c'est une boulette. C'est une erreur de com et Alain ne m'en voudra pas, Alain Marron, de le dire, puisqu'il l'a dit lui-même en commission mercredi. À côté de ça, le débat, c'est aussi, et vous l'avez dit, sous le précédent gouvernement, ils avaient déjà adopté la stratégie Good Food pour la région. Donc, réfléchir à une alimentation durable, à limiter les gaspillages alimentaires, travailler sur les circuits courts, c'est une bonne idée qui mérite une réflexion, pas que pour Bruxelles, pour les grands centres urbains. Comment on fait pour améliorer tout ça, pour qu'on mange un peu plus sainement dans cette région? Donc, sur le fond, moi je pense que ça mérite réflexion. Maintenant, de là à se dire les pouvoirs publics eux-mêmes vont contribuer à faire augmenter le prix du terrain agricole, voilà, là il y a une réflexion à mener, mais c'est pas idiot non plus de poser la question, est-ce que des pouvoirs publics peuvent à un moment donné, eux, acheter des terrains sans faire de la spéculation et le mettre à disposition d'agriculteurs, de jeunes agriculteurs qui pourraient, eux, à ce moment-là, produire quelque chose au niveau bruxellois. Ça mérite réflexion. Le problème, c'est que la manière dont les choses ont été amenées, ça évacue ce débat. On n'en parle pas. On parle de la boulette et de l'erreur. Ça veut dire que c'est enterré, ce projet-là ? Je ne sais pas si c'est enterré. En tout cas, quand je vois les réactions du côté wallon, du côté néerlandophone, je vois chez les agriculteurs, j'ai presque envie de dire, c'est l'erreur de communication va peut-être aboutir à tuer une bonne idée. C'est quand même dommage. Et donc, il faudra peut-être y réfléchir, y revenir, mais il ne faut pas évacuer d'une main cette question pour les grands centres urbains. Il y a des tas de villes en France où ça se fait, dans des parcs, où ils ont des friches qui transforment en des grands vergers, et ils ont développé une économie locale, et non seulement ils mettent des jeunes agriculteurs qui produisent, et ils vendent ça dans des circuits locaux, dans les marchés locaux des villes. Donc, est-ce que cette réflexion ne peut pas avoir lieu? Moi, je pense que oui, donc il ne faut pas avoir un tabou. Alors, notre plateau penche à gauche aujourd'hui, puisqu'on a à la fois du PTB et du PS. Alors, de votre côté, Françoise de Smet, vous voyez plutôt d'un bon œil que ce soit un pouvoir comme la région bruxelloise qui disent « j'achète des terrains » plutôt que ce soit du privé qui l'achète. La première chose déjà, c'est effectivement qu'Alain Marron a fait une énième boulette de plus, parce que c'est quand même incroyable de ne pas d'abord concerter les principaux intéressés avant de faire une communication comme ça. Bon, ça, je pense que c'est assez clair. Et puis, les petits agriculteurs, ils n'ont pas attendu Alain Marron non plus pour déjà produire du bio, etc. Ils ont une certaine expertise. C'est quand même insensé qu'on ne va pas d'abord les consulter avant de prendre des décisions comme ça. Mais quand on dit qu'il y avait le plan Good Food, donc ça existait, les projets existaient, donc c'est quand même pas si nouveau que ça. C'est pas nouveau, et effectivement, donc maintenant, la boulette qu'il a fait empêche d'avoir le débat de fond sur, effectivement, comment est-ce qu'on va empêcher cette spéculation sur les terrains agricoles.
Donc ça a été très bien expliqué dans le petit reportage. Donc les petits agriculteurs ont vraiment beaucoup de mal. Et c'est ça qu'on doit préserver avant tout. On doit arrêter de vendre ces terrains aux multinationales ou à des groupes Colruyt qui les rachètent aussi. Donc ça, c'est le point principal et c'est le débat qu'on doit avoir. Et puis après, tout l'aspect des circuits courts. Oui, mais donc pour vous, la région peut acheter des terrains et alors les mettre à disposition à des prix plus bas. C'est un peu ça plutôt l'idée. On peut avoir ce débat, bien sûr, c'est évident, mais on le fait en concertation avec les principaux intéressés. Mais vous ne donnez pas votre avis. Quel est votre avis là-dessus ? On peut avoir ce débat, mais qu'on doit d'abord concerter les agriculteurs pour voir comment ça peut se mettre en place alors. C'est quand même eux qui vont travailler la terre. Donc on doit voir avec eux comment c'est possible. Et puis, il y a des collaborations qui peuvent déjà se faire, je vous dis. Elles se font, il y en a déjà. C'est pas nouveau, ils ont déjà une expertise, alors... Mathieu Ladevez voulait intervenir. Oui, je vais rebondir sur ce que disait Rachid Merad tout à l'heure. En France, les grandes villes, y pensent toutes. Enfin, Paris, Lyon, Bordeaux, il y en a plein. On serait dans un pays comme la France, c'est-à-dire on ne serait pas un pays communautarisé et régionalisé. C'est parce qu'on est allé envahir la Flandre et parce qu'on est allé envahir le Brabant wallon qu'on a eu des réactions aussi épidermiques des deux côtés dans ces régions-là. Moi, ça me sidère d'entendre ça. En France, la question ne se pose pas. Je ne vois pas pourquoi une région ne pourrait pas acheter du terrain s'il est bien mis en valeur, s'il est bien exploité et s'il va dans le but des objectifs du gouvernement dans la majorité. Colruyt le fait. Enfin, je n'ai pas entendu que la Rinval s'est poumonné quand Colruyt a acheté des fermes en Wallonie. Je n'ai pas entendu Willy Borsu s'est poumonné non plus. Là, c'est aussi et surtout parce que c'est écolo, parce que c'est Alain Marron et parce que c'est Bruxelles. Et moi, ça commence à me fatiguer un peu. Vous croyez que ce n'est que pour ça ? Parce que quand c'est Colruyt, c'est un privé, finalement, une entreprise avec des actionnaires et tout. À part les syndicats, là, c'est plutôt l'État au niveau de la région. Vanessa ? Oui, moi je pense vraiment que, comme dit Mathieu, c'est aussi parce que c'est écolo qui fait une proposition effectivement très écologiste. Et c'est normal quelque part, ça serait plutôt l'inverse qui serait inquiétant. Et en même temps, on peut dire aussi, après quand il a précisé ses propos, il a aussi parlé d'un budget éventuellement d'1 million d'euros. Sur 1 million d'euros, la région bruxelloise ne va pas acheter beaucoup de terrain. On estime aujourd'hui qu'un terre agricole dans le Brabant wallon, c'est à peu près 33 000 euros en moyenne de l'hectare. On va pas. Colruyt a des moyens beaucoup plus importants que la région bruxelloise par rapport à l'achat de terres agricoles. Ça, c'est sûr. C'est surtout le gros problème. C'est surtout ça qu'on doit empêcher, c'est que ces gros distributeurs qui en plus ont fait énormément de bénéfices pendant la crise maintenant puissent avoir la main mise sur ces terres agricoles. Ça, c'est le point principal pour nous qu'on doit empêcher maintenant. Rachid Madane, est-ce qu'il y a un problème avec écolo ? Au sein de la majorité, est-ce qu'il y a un souci Moi, je n'en vois pas particulièrement. Non, il n'y a pas un problème avec écolo. Il y a simplement des erreurs de com et des manques de concertation. Vous savez, j'ai été ministre, j'ai été secrétaire d'État. Il y a une tendance parfois à annoncer des choses bien avant qu'on les fasse et qu'elles soient mûres. Avant d'amener le dossier, il faut toujours veiller à ce qu'il y ait en amont de la concertation, qu'on ait bien préparé le dossier, qu'on ait l'accord de ses collègues, qu'on a veillé à ce qu'à un moment donné, on se dit que ce dossier est mûr pour passer. Si on balance l'info avant, que personne n'est informé, qu'on n'est pas concerté, il y a de fortes chances que les dossiers ne passent jamais. Et en Belgique, je rejoins ce que dit Mathieu Ladevez, c'est particulier, mais on ne peut pas faire avancer des dossiers en Belgique, dans ce pays, sans concertation. C'est comme ça, c'est la réalité de ce pays. Il y a un autre cas au sein du gouvernement bruxellois, c'est ce qui s'est passé sur la taxe kilomètre. C'est la même chose. Vous êtes d'accord ? Voilà de nouveau de la com. On annonce très vite des choses, on ne s'est pas concerté avec nos amis wallons, ni avec nos amis néerlandophones. Et c'est dans l'accord de majorité. Mais à un moment donné, Bruxelles n'est pas une île. 2, il faut toujours bien comprendre que c'est vrai, on est à la fois Bruxelles, et donc il y a cette perception de la capitale qui décide tout seul, mais en même temps, moi qui étais à la Fédération Wallonie-Bruxelles, j'aime bien le rappeler, sans nos amis wallons, il n'y a pas de région bruxelloise. Sans nos amis flamands, il n'y a pas de création de région bruxelloise. En 88, quand on décide de créer la région bruxelloise, c'est parce que les deux autres entités acceptent le fait bruxellois. Et donc, il faut toujours travailler en concertation avec les autres pour essayer de faire avancer les dossiers. Ça prend du temps, plus de temps qu'un État jacobin ou centralisé, c'est vrai. Mais c'est notre réalité. Donc, ça veut dire aussi pas de solution sur la taxe au kilomètre, pas de solution sur le survol de Bruxelles. On peut parler du RER. Pas de solution sur le RER et peut-être pas de solution
sur les circuits courts. On va passer à un autre sujet, si vous le voulez bien, quand même. On va revenir sur le Covid et sur le chaos que vit aujourd'hui le secteur du commerce. Alors, sans rentrer dans le détail des décisions du comité de concertation dont nous n'avons pas au moment de l'enregistrement de l'émission le résultat, je voudrais revenir avec vous sur les ouvertures des uns, les fermetures des autres, les banques de clientèle aussi, le click and collect qui est difficile à mettre en place ou à exploiter, les livraisons qui sont au plus haut et qui rendent quand même assez difficile le travail des points relais, par exemple. Et on a constaté ce problème de livraison à la fois chez Bipost et chez les autres, Arnaud Bruckner et Paul Kuhn. Bipost face à l'afflux de colis. Jusqu'ici, 5% des paquets ne pouvaient être livrés, mais uniquement retirés. Sous l'impulsion de la ministre De Sutter, désormais, plus de souplesse. Si vous voulez le colis plus vite, on vous invite à quand même aller le chercher dans le point d'enlèvement. Si vous avez un peu plus de temps ou que vous n'arrivez vraiment pas à aller chercher au point d'enlèvement, il sera livré à domicile, mais ce sera un peu plus tard. Soit 5 jours au maximum. Un retrait possible chez Decathlon qui rassemble 3000 colis par magasin. Decathlon était une solution intéressante pour Bipost. 1, par le maillage que nous avons sur tout le territoire belge. 2, par la superficie des magasins qui nous permet d'entreposer facilement, on va dire, 3000 colis par magasin. Et ensuite, nos magasins, ils sont fermés. Et donc forcément, c'était plus facile pour nous d'ouvrir les portes, faire rentrer ces colis et proposer une solution pour les clients. Bipost développe aussi son click and collect et compte recruter. La semaine dernière, on en était à 2700 personnes supplémentaires. Aujourd'hui, on est à 3000 personnes temporaires qui viennent nous aider. Cette semaine, Bipost enregistrait près de 600 000 colis par jour. On dépasse le pic du printemps et la moyenne habituelle, 270 000 paquets. Mais Bipost n'est pas le seul débordé. Tous les services de livraison enregistrent une hausse qui se ressent notamment dans les points relais. Celui-ci traite 200 colis par jour et en stocke près de 500. Alors là, vous avez 3 étagères pour DPD, qui est notre deuxième fournisseur principal. Et le premier qu'on a, Mondial Relais, ça c'est l'arrière, cette étagère-là, vous en avez de l'autre côté, vous en avez dehors, vous en avez ici. À tel point qu'il faut parfois postposer certaines livraisons. Je sais pas, j'ai pas la place. J'ai pas la place, c'est ça qui résume très très bien. Alors Françoise De Smet, souvent on glose sur les conditions de travail chez Amazon, mais quand on voit comment ça se passe chez Bipost ou dans les points relais, c'est pas mieux, hein? Non, et certainement à l'heure actuelle, on le dit bien, oui. 600 000 colis par jour, c'est énorme. Et donc on a des retours de postiers qui font même des heures supplémentaires parce qu'ils voient passer un colis avec un jouet et qu'ils se disent « Oh là là, je vais aller jusqu'au bout parce que pour pouvoir donner le jouet aux enfants. » Donc on sent qu'ils veulent vraiment faire leur travail super bien jusqu'au bout. Et puis on a d'autres retours avec une dame qui n'arrive pas, elle doit livrer 100 colis, elle doit faire ça en théorie en 4 heures. Mais c'est dans toute la pratique les problèmes, parce qu'on ne trouve pas toujours l'adresse ou le colis dans la camionnette, etc. Donc ça prend du retard. Donc il y a plein de problèmes. Et ce qu'on voit surtout, c'est que maintenant, c'est ces grandes multinationales comme Amazon qui font énormément de bénéfices, du coup, parce qu'il y a beaucoup de colis, évidemment, qui passent par chez eux, principalement. Et donc, dans ce sens-là, ça crée aussi de la concurrence avec les petits commerces qui, eux... peinent vraiment, ont beaucoup de difficultés. Et donc on trouve, et c'est pour ça qu'on a déposé un texte de loi qui va dans ce sens-là, qu'on doit pouvoir aider ces petits commerces beaucoup plus que ce qui est fait à l'heure actuelle, et en taxant notamment le chiffre d'affaires, notamment d'une multinationale comme Amazon, qui se fait ici en Belgique. Comme ça, on aurait un fonds pour aider les indépendants, les petits commerces, pour pouvoir s'en sortir. Parce que maintenant, ils sont vraiment dans une concurrence totalement déloyale par rapport à ces grands groupes. Rachid Badran, là-dessus ? Même chose, la taxe sur les GAFA, évidemment. Mais ce que je pense, c'est que l'urgent aujourd'hui, c'est que nos petits commerces puissent réouvrir dans des conditions qui soient des conditions où on contrôle les flux. Mais vraiment, aujourd'hui, nos indépendants, nos petits commerçants subissent de plein fouet. On en connaît tous, des commerçants qui, aujourd'hui... première vague, on se l'est tous pris en pleine figure. Deuxième vague, la trésorerie des petits commerces, la première a pompé tout ce qu'il y avait dans la trésorerie à cause de la deuxième vague. Et aujourd'hui, si on veut qu'ils maintiennent la tête de l'eau, il y a des primes, il y a des tas d'efforts qui ont été faits par les différents niveaux de pouvoir, il faut pouvoir le reconnaître. Mais en même temps, aujourd'hui, c'est évidemment jamais suffisant. Mais aujourd'hui, ce qui est nécessaire, c'est qu'il faut que nos petits commerces non essentiels puissent
réouvrir. Et c'est le chemin qu'on est en train de prendre, mais il faudra réguler parce qu'on ne peut pas passer du feu rouge au feu vert sans mesures d'accompagnement, en tout cas par rapport à la population. Et ce qu'il faut éviter, c'est tous ces rues remplies, ces Black Friday sur les réseaux sociaux. Honnêtement, etc. Black Friday, on ne l'a pas vu, puisque les magasins étaient fermés vendredi. Il faut soutenir on l'a juste vu sur Internet. Voilà, il faut soutenir nos commerces locaux. Alors, Mathieu Ladevez, il y a eu un chiffre qui est sorti par Philippe Defay dans début de semaine, qui signalait que dans le secteur HoReCa, il y avait quand même à peu près jusqu'à 45% des gens qui avaient sans doute touché plus de revenus grâce au doublement du droit passerelle que ce qu'ils avaient gagné 4 ans auparavant. C'était ça la base. C'est quand même des chiffres assez interpellants. Est-ce que certains profitent des aides ? Écoutez, je ne pense pas que ces gens-là profitent forcément des aides. Ça veut dire qu'ils déclarent un revenu tellement faible que les aides de l'État, qu'elles soient élevées ou pas, je pense que les États sont plutôt généreux pour l'instant, est supérieur. Ça veut dire que leurs revenus à la base sont très 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 faibles. Des entreprises HoReCa notamment, où les charges fixes sont généralement élevées, subsistent normalement pas avec des revenus très faibles. Donc ça veut dire qu'ils ont une part de revenus annexe qui, selon moi, n'est pas forcément tout à fait déclarée. Donc, du noir, je pense qu'il y a pas mal de blagues dans l'HoReCa encore. Je ne suis pas le seul à le penser de toute façon. Mais donc à ce niveau-là, c'est une forme de détournement d'aide publique. Oui, je suis entièrement d'accord. Est-ce que c'est facile de faire la différence entre celui qui mérite l'aide, celui qui la mériterait peut-être un peu moins? Est-ce qu'il faut... Si on cherche, je pense que c'est très facile à les trouver. Oui. Je pense qu'il faut mettre des moyens, des contrôles, etc. Est-ce qu'on a vraiment envie d'aller contrôler tous les commerces HoReCa de Bruxelles pour voir celui qui fraude et qui ne fraude pas? Je pense qu'on aurait des grosses surprises. Je pense qu'on aurait des enseignes qui tomberaient. Je pense qu'on aurait un désastre et ça ne passerait pas. Oui. Donc, enfin, là, on est déjà parti pour des désastres, de toute façon, avec les fermetures d'HoReCa. Ouais, bon, alors... Il faut aider ceux qui tiennent le coup, il faut aider les commerces honnêtes, il faut aider le HoReCa honnête. Après, celui qui triche, pour moi, c'est pas grave s'il s'en va. Vanessa Lullier, là-dessus? Oui, mais c'est compliqué de donner des aides en vérifiant. Enfin, là, on est quand même face à une urgence. Je pense qu'il y a effectivement, comme dit Mathieu aussi, de toute façon, si on commence à contrôler vraiment et à être très rigoureux par rapport à ça, ça fera d'autres drames sociaux avec des faillites, avec des gens qui vont aussi se retrouver au chômage. Là, pour l'instant, le chômage temporaire fait aussi partie de la perfusion, enfin, de ce qu'on peut injecter pour le moment et faire que ça évite du chômage structurel par la suite. Il faudra voir une fois que les faillites, que le moratoire sur les faillites sera complètement levé, où on en sera. Mais, dans le cadre des auditions qu'on a réalisées au Parlement par rapport à la crise Covid-19, on a entendu avant-hier, le représentant de Bruxelles Économie Emploi, qui a expliqué qu'il y a eu à peu près 280 refus de dossiers. Par exemple, c'est des entreprises, de petites entreprises qui n'ont pas de siège d'exploitation à Bruxelles, par exemple. Donc évidemment, ceux-là, ils sont exclus du dispositif. Il y a eu des personnes qui ont été contrôlées, ils n'étaient pas en règle, toutes les conditions n'étaient pas remplies. Mais globalement, on ne peut pas dire aujourd'hui que les indépendants, les petits commerçants, les petites entreprises qui ont fait appel à ces fonds et à ces aides sont tous des gens dont le premier objectif était de frauder. C'est des gens qui essayent de garder la tête hors de l'eau parce qu'ils sont dans des situations vraiment très, très, très compliquées. On a un représentant d'une des structures régionales, dont j'oublie le nom, qui a expliqué, et ça nous a terrifiés, qui a dit il y a aujourd'hui des petites et moyennes entreprises, des petits commerçants qui sont en faillite, mais qui ne le savent pas. C'est Pierre Edmond de Finance Brussels. De Finance Brussels qui l'a expliqué. Et je dois vous avouer, ça nous a glacé le sang. Mais donc, il faut imaginer dans quelle situation aujourd'hui se retrouvent des indépendants et des commerçants qui aujourd'hui sont au point de rupture. Et donc aujourd'hui, massivement, l'État, et c'est ce qu'on fait, l'État apporte de l'aide. Demain, on verra, on contrôlera et on verra ceux qui ont fraudé, pas fraudé. Mais aujourd'hui, notre objectif, c'est de les sortir, leur sortir la tête de l'eau. Je crois que c'est ça l'objectif qu'une société comme la nôtre doit pouvoir faire. Françoise de Smet, d'accord sur cet objectif? Oui, on doit les aider. Ça, il n'y a rien à faire. Il y a une urgence qui est là. Il y en a beaucoup qui sont en train de couler, ça c'est sûr. Mais il y a une des mesures dont on parle beaucoup aussi au Parlement bruxellois, mais qui n'est toujours pas d'application, c'est l'aspect aussi de faire sauter les loyers, parce qu'on a souvent AB InBev qui est derrière, notamment les cafés, qui est propriétaire, ou alors on a des groupes immobiliers en fait qui sont derrière. Et donc, mais si on ne rend pas obligatoire ça, parce que pour le moment, ça oui, il faudrait négocier entre le petit cafetier et le propriétaire pour voir s'il veut bien faire sauter les loyers. Ça ne va pas fonctionner. Je veux dire, les gens qui sont là derrière veulent de la rentabilité.
Donc, je veux dire, ça, c'est au pouvoir public aussi, à un moment donné, à dire, ça va être comme ça, on va l'appliquer pour qu'on soit sûr que les quartiers puissent... mais il y en a souvent le débat parce que c'est toujours pas fait, monsieur Madrad. Et votre question, c'est de savoir qui finalement doit payer. Or, pour l'instant, c'est plutôt l'État qui paye. Oui. Hein, et vous dites qu'il y en a d'autres qui pourraient participer Absolument. aussi et contribuer. Absolument. Donc, le propriétaire... Et bon, mais ça c'est bon peut-être quand c'est une grande entreprise, mais si c'est un propriétaire privé, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Oui, mais donc au niveau de l'Horeca, la majorité des cafés, ce sont AB InBev ou Cofinima qui sont derrière. Dans le cas de brasserie, commerce, restaurant, c'est le cas. Mais par exemple, il y a un autre secteur qui pourrait aussi contribuer à l'effort national, les sociétés de leasing. Vous croyez que le petit indépendant, il paye plus son leasing de sa machine ou de sa voiture? Il continue à payer. Ce sont ses charges. Ils font partie de ses charges. Et là aussi, on pourrait intervenir. Mais ils ne font pas d'efforts. Il n'y a pas d'effort. Et donc, voilà, aujourd'hui, c'est la puissance publique qui prend sur elle. Et ça coûte. Et il y a beaucoup, beaucoup de moyens qui ont été mis à différents niveaux de pouvoir. Donc moi, je ne critique pas, je ne juge pas. Je dis simplement, la puissance publique fait un effort colossal. Parce qu'il faut le rappeler, il faut dire les choses, on est en état de guerre. L'ennemi est invisible, on est dans une pandémie, et aujourd'hui, on n'a pas d'autre solution que celle-là. Après, on fera les comptes et on verra. Mais aujourd'hui, on est dans l'urgence. Mathieu Ladevez. C'est clair que je pense qu'on n'est pas les seuls à penser que les gouvernements dégagent beaucoup de moyens pour aider ceux qui sont en difficulté. Après, ça reste nos impôts. Donc finalement, c'est un peu notre argent, ou c'est des entreprises qui payent des impôts aussi. Moi, je voudrais juste rappeler qu'il y a les recettes TVA perdues en très grande partie à cause Black Friday hier, des Amazon, eBay, etc. C'est 2,5 milliards, 3 milliards d'euros en Belgique. Pourquoi on ne taxe pas ces boîtes-là sur la TVA? On récupère 2,5 milliards, 3 milliards d'euros sur la TVA qui rentrent dans les caisses de l'État, et avec ça, on peut aider les petits commerces. Moi, j'ai du mal à comprendre que ce genre de proposition, ce genre d'initiative qui, en France, ils l'ont voté. Je pense qu'en Allemagne, ils l'ont voté, ou en Angleterre, je ne suis pas sûr. Pourquoi ça n'arrive pas en Belgique de façon urgente? Ça, c'est au niveau du fédéral que ça peut se... On est d'accord, mais bon, il y a des moyens de pression régionaux. Enfin, je suis désolé, il y a moyen de faire des choses. Et les 3 milliards, les 2 milliards, il suffit de se pencher pour les prendre. Après, il faut négocier avec Amazon, il faut négocier avec Google, tout ce qu'on veut. Mais voilà, ce sont des mesures qui me paraissent tellement évidentes. L'argent est là, on ne va pas le chercher, je ne comprends pas. Moi, je crois qu'on peut conclure en disant d'abord, il faut patienter pour les jouer, attendez un peu, pour que les gens qui travaillent ne soient pas soumis à un travail intensif. Alors oui, mais la Poste a dit qu'ils en engageaient en tout cas. Et deuxièmement, peut-être passer par les petits commerces comme le proposait Rachid Madrad, pour peu que l'alternative existe, bien sûr. Renseignez-vous. On passe à présent à nos têtes d'affiche. Et je propose à nos deux invités une galerie de portraits de personnalités qui ont fait l'actualité de la semaine. Vous allez en choisir une qui vous inspire, en bien ou en mal. Et je commence par vous, Françoise de Smet. Je vous propose Diego Maradona, 60 ans d'idolâtrie footballistique. Ahmad Reza Jalali, le prof de la VUB, condamné à mort en Iran. Eric Witouk, l'homme le plus riche de Bruxelles, de Belgique plutôt, et Sophie Wilmès, la ministre de retour au boulot après un long Covid. Qui choisissez-vous, Diego Maradona, Ahmad Reza Jalali ou Eric Witouk ou encore Sophie Wilmès? Sans hésiter, Diego Maradona. Oui. D'abord pour tous les exploits qu'il a fait au niveau footballistique. C'est pas parce que je suis une femme que je m'intéresse pas au foot, donc voilà. Et puis c'est aussi tout ce qu'il représente, parce que malgré le fait que lui s'en est sorti et a pu gagner beaucoup d'argent dans sa vie, il a toujours gardé son cœur du côté des plus opprimés. Et ça, c'est toujours quelque chose qui m'a touchée. Après, voilà, il a ses côtés noirs, etc. Vous aussi. en gardez que le positif. Mais oui, je trouve c'est quelqu'un qui peut aussi inspirer. Il y a une petite anecdote assez marrante. À Naples, en fait, il y a un mur avec sa peinture et la peinture du Che à côté. Et il y a un petit garçon qui a un jour demandé, tiens, c'est qui à côté de Maradona? Et on lui a répondu, ça, c'est le tatouage de Maradona, parce qu'il a un tatouage du Che sur le bras, mais c'est pour montrer à quel point il peut inspirer, et puis tout son côté où il a quand même toujours été du côté à défendre les opprimés, qui me touche évidemment. Il avait peut-être un tatouage de Raoul Edebo sur l'autre épaule. Ça, je ne crois pas. Rachid Madrad, un petit mot sur Maradona. Je suppose que vous aussi, vous l'avez apprécié. Oui, mais comme elle en parle très bien, moi, j'aurais sauté sur le
Reza Jalali. Allez, vous aurez vos 4 personnages. Mais sur Maradona, je voudrais vous montrer, chaque semaine, on présente une image réalisée par Coucou Charles. Coucou Charles, c'est un designer qui fait des montages parodiques sur les réseaux sociaux. Et cette semaine, il en a fait un concernant Maradona, justement, la disparition de Maradona. Maradona n'est pas mort, dit-il. Cette photo a été prise il y a 10 minutes dans un conteneur aménagé au port d'Anvers. On le voit évidemment un peu perdu dans la cocaïne, parce qu'une de ses faces, c'était évidemment la drogue. Donc voilà, mais on côté pile, un côté Maradona face. sur le terrain de foot, quoi. Oui, tout à fait. Alors, je vous propose vos personnalités, Rachid Madran. Je vous propose Moni El Kaïm, le pape de la thérapie familiale disparu le week-end dernier. Chloé Coulier et Nicolas Collin, 2 Bruxellois médaillés d'argent en escalade au championnat du monde. Michael Verschuren, qui devient le 2e actionnaire d'Anderlecht. Ou Kevin Lejeune, le chef de la Cananville, primé par Go et Mio. Alors, Moni El Kaïm, Chloé Coulier, Nicolas Collin, Michael Verschuren ou Kevin Lejeune, qui choisissez-vous? Comme je parlais des petits commerces, je vais parler de l'Oreca, aussi des restaurants. On va prendre notre Bruxellois, la Cananville, un restaurant d'Ixelles bien connu, qui a changé. Et en quelques années, d'ailleurs, il est parvenu à faire de ce restaurant un des restaurants qui a pignon sur rue. Et lui, c'est un jeune chef, non seulement prometteur, mais exceptionnel. Et donc, bravo, un Bruxellois qui est aujourd'hui... le jeune. Ça fait du bien à notre région, qui est aussi connu comme un des lieux de gastronomie. Ouais. Même. Alors j'accepte que vous disiez un mot de Ahmad Reza Jalali, puisque vous vouliez en parler. Oui, parce que c'est extrêmement grave ce qui se passe à sa tête. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui risque d'être condamné à mort. On a été sollicité, plein de politiques, pour écrire à l'ambassade d'Iran, ce qu'on fait. Et je vous le donne en primeur, on est en train de discuter avec la majorité pour déposer une résolution dans les prochains jours pour soutenir cette personne. C'est quelqu'un qui étudie à la VUB, qui est... il était prof invité à la VUB. Il était prof invité à la VUB. Allez, quelque part, c'est un Bruxellois, quoi. Voilà, donc, il fait partie de la communauté bruxelloise. Il est de notre communauté. Oui. Et donc, moi, il y a quelqu'un aujourd'hui dont la tête est mise à prix là-bas. Il faut qu'on le soutienne. Et donc, je sais qu'ici, autour de la table, tout le monde Mais est vous croyez qu'une résolution au Parlement bruxellois risque d'émouvoir le gouvernement iranien? Évidemment, on a l'humilité de savoir l'importance que nous avons dans le concert des nations, mais tous ces petits parlements, tous ces gestes, tous ces politiques à travers le monde, dans le monde entier qui se mobilisent, ça peut-être ensemble avoir un impact, mais on a l'humilité de savoir que c'est pas Bruxelles qui va changer la fortune. Alors, 5 infos de la semaine, laquelle vous a énervé, laquelle vous a ravi. Tout d'abord, Trump qui fait quand même encore de la résistance, même si petit à petit il commence à reconnaître qu'il va perdre les élections. Des syndicalistes qui ont été condamnés, le démarrage du procès Maouda, 2 nouvelles écoles sur le campus du Seria, ou le retour du cheval comme moyen de transport à Forêt et à Uccle. Alors, Rachid Madran, tout d'abord, choisissez une des infos. Oui, je vais dire... ça m'énerve, c'est des syndicalistes condamnés. Le droit de grève est sacré et voilà, leur engagement, je ne connais pas les détails, mais en tout cas, le droit de grève... C'était sur une autoroute, c'était près de Liège, donc voilà, ça ne concerne pas Bruxelles, mais c'était près de Liège, et c'est une entrave à la circulation sur une autoroute. Je comprends que ça peut énerver certaines personnes, mais le droit de grève, c'est comme la liberté d'expression, c'est quelque chose de fondamental en démocratie, donc voilà. Et vous J'allais prendre exactement la même chose. Mais prenez-en un deuxième. Je vais prendre un deuxième. Je pense qu'il y a aussi toute la question du procès de la petite Maouda. Voilà, où on est quand même face à une petite fille qui est morte d'une balle d'un policier. Et donc, voilà, indépendamment de tout ce qu'il a pu dire, il y a aussi toute la politique migratoire qui pousse à ce genre de décès d'une petite fille. Et donc, c'est tout ça qui doit être beaucoup plus remis en question à travers ce procès. Et, donc, à la fois la responsabilité individuelle du policier, bien sûr, mais il y a aussi toute la politique migratoire qui est très répressive, qui pousse aussi à ce genre d'actes qu'on doit remettre en question. Alors, on va remettre un peu de joie et de bonheur sur ce plateau avec une perle. C'est une vidéo d'ASMR. Est-ce que vous connaissez l'ASMR ? En anglais, je vais vous dire en français ce que c'est la réponse sensorielle autonome culminante. Ce sont des bruits naturels,
très faible des chuchotis que l'on fait sur des vidéos, par exemple sur YouTube, et ça rend zen, ça calme. Alors j'ai pris un moment très tendu sur BX1. C'était un débat entre Asita Kanko et Sophie Rohoni dans Toujours plus d'actu. Et ce moment est doublé en ASMR. Regardez. Les souligner, c'était le double discours de la NVA par rapport à ses grands discours relatifs à la protection des minorités. Parle encore de la NVA. Que pensez-vous? C'est un peu le sujet du débat. C'est un débat sur la NVA ou c'est un débat sur la Catalogne? Protection des minorités nationales en ce qui concerne le peuple catalan. On demande la protection des droits fondamentaux au niveau national. Je suis députée fédérale et donc oui. Moi, je suis députée européenne et mon travail que la NVA ne respecte pas. C'est vraiment n'importe quoi. En ce qui concerne les refuse de nommer des bourgmestres qui ont... Vous voyez, ce n'est même pas le sujet, madame. Moi, je ne serais pas venue si c'était pour ça. Pour la protection des minorités. Vous devriez savoir qu'il y a un arrêt de la Cour de justice. Que j'en vienne au débat propre à la question catalane. Ce serait mieux. Alors je reconnais que j'ai pris cet exemple, et on l'a réalisé cette semaine, je remercie d'ailleurs toutes celles qui ont fait les voix, sur base d'une vidéo, celle de Jean-Luc Mélenchon, au moment où il empêche la perquisition dans ses bureaux, et remplacer les voix énervées par des voix qui chuchotent, ça donne tout de suite une autre ambiance. Pensez peut-être à des engueulades au Parlement bruxellois, Rachid Madran. Comment ça se passerait si les gens chuchotaient? D'abord, on les entendrait mal, les traducteurs et les interprètes auraient un problème. Mais c'est très drôle, j'aime beaucoup. Voilà. J'imagine Mélenchon dire « La République ». Oui, exactement. Vous pourrez aller voir cette vidéo qui se trouve notamment sur YouTube, et celle-ci se retrouvera sur notre site. Alors on passe à notre sujet suivant, c'est celui des infirmiers. Ils sont à bout ces derniers mois, les infirmiers, les infirmières, leurs conditions de travail, leur salaire, le Covid et maintenant cette loi de crise qui prévoit de déléguer des actes infirmiers. Et à peu près tous les jours, ils le montrent devant un hôpital bruxellois, une manifeste. Notre émission Versus y était consacrée mardi. Question posée au docteur Jacques Deteuf, qui dirigeait un hôpital. Avez-vous déjà dû faire appel à des non-infirmiers? La question ne se posait pas. Donc on essayait surtout de ne pas faire appel à qui que ce soit qui n'avait pas les formations adéquates. Parce que c'est du péril, c'est dangereux. Donc il ne faut pas faire ça. Ici, il faut quand même bien voir d'où ça vient. C'est une des nombreuses réactions de football panique. Donc les gens qui sont en charge de piloter le truc, en tout cas supposés le faire, ils envisagent le pire et disent voilà, si on n'a plus, il faut qu'on se crée pas une réserve de fonctionnement, mais la possibilité de mettre au boulot des gens qui n'ont pas les qualifications de façon temporaire. Je peux comprendre qu'il les fait. Vous pouvez comprendre? Je comprends très bien qu'on les fait et c'est assez logique parce que si on ne le fait pas et qu'on se trouve dans l'état de besoin majeur où il n'y a plus personne, 20% du personnel malade, écarté, tout ce qu'on veut, et les malades ils sont quand même là, il faut bien en faire quelque chose. Autant avoir une certaine direction pour dire on va prendre plutôt telle catégorie professionnelle, un kiné, je ne sais pas moi, un logopède, pour faire certaines activités plutôt que d'avoir rien du tout et d'avoir fermé baraque. Alors Rachid Madran, est-ce que ce football panique, les infirmières et les infirmiers doivent l'accepter? D'abord, c'est l'hypothèse où on est dans une situation exceptionnelle de pénurie et où on ne pourrait plus répondre. Le docteur Deteuf l'explique. Première chose, c'est une faculté qui est mise à la disposition des infirmiers et des infirmières de pouvoir recourir éventuellement, sous leur contrôle total, à des gens qui viennent de ce milieu-là et qui ont fait des études qui sont en rapport. Il a donné l'exemple des kinés, etc. Et puis, il faut dire aussi une chose, c'est limité dans le temps. C'est jusqu'à avril 2021, renouvelable une fois 6 mois. Donc, en état de guerre, ce qu'on est, si jamais on est dans une hypothèse où à un moment donné, on se retrouve avec pénurie d'infirmières parce qu'elles sont malades, parce qu'elles sont pas là sous la main et que c'est pas possible, alors on peut y recourir. Mais à côté de ça, il y a d'autres dispositifs qui existent, d'autres mesures. C'est essayer de rappeler les infirmières qui, par exemple, seraient au chômage, celles qui sont dans du temps partiel. Toutes celles-là, on peut. Donc, il y a des tas d'autres mesures à côté qu'on peut utiliser. Ça veut dire qu'ils ont mal compris, qu'elles ont mal compris. Il y a de nouveau ce qu'on disait sur l'agriculture et M. Marron. De nouveau, ici, je pense qu'il y a eu un problème de concertation
en amont. Je pense qu'il aurait dû y avoir une meilleure concertation. Et peut-être aussi un problème de communication et d'explication. Voilà, tous les partis de la majorité fédérale ont voté quand même. Bien entendu, c'est pas parce que je fais partie... C'est pas parce que je fais partie d'un parti qui a soutenu cela, même le docteur de Teuve, qui n'est pas de mon obédience politique, soyons très clairs, reconnaît qu'il comprend que c'est une mesure dans une situation exceptionnelle qu'un gouvernement prend, parce que gouverner, c'est prévoir, si jamais on est dans cette hypothèse. Ce n'est pas quelque chose qui est définitif, où on dit, ça y est, tous ces actes médicaux des infirmières, il y en a d'autres qui peuvent le faire. Ce n'est pas ça du tout. Françoise de Smet, à situation de crise, décision de crise. Mais pas comme ça. Donc, je veux dire, c'est encore une décision, c'est une vraie gifle, en fait, qui a été faite à tout le personnel des hôpitaux. Et donc, on avait l'habitude avec Maggie de Bloch qu'elle n'écoutait pas le secteur quand elle voulait prendre des décisions. On pensait qu'avec un gouvernement avec des partis de gauche qui allait arriver, ça allait changer, mais manifestement pas. Donc, effectivement, il n'y a pas eu de concertation avec le secteur là-dessus. On n'a pas consulté pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire pour avoir plus de personnel dans les hôpitaux. Donc oui, c'est un affront, c'est une gifle après tout ce qu'ils ont donné. Donc on est allé faire des visites de solidarité aux hôpitaux ici à Bruxelles. Il y a énormément d'émotions dans le personnel. Donc allez, même le fait de simplement leur apporter du soutien, un petit biscuit ou quoi, ça leur touchait très très fort. Donc on sent que voilà, ils sont fatigués, ils ont donné beaucoup et ils vont encore donner, c'est pas le problème. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on doit les remercier? Certainement pas. Et donc manque de concertation, vraiment c'est un affront à tout le secteur. Et si on veut qu'il y ait plus de personnel dans les hôpitaux, on doit absolument revaloriser bien plus fort les salaires. C'est comme ça qu'on va récupérer. Parce qu'il y a beaucoup d'infirmières qui ont quitté en fait, le secteur des soins pour aller travailler ailleurs parce qu'elles étaient mieux payées. Donc si on veut les récupérer, revalorisons là maintenant en urgence. Donc il y a des fonds qui ont été promis. Maintenant qu'ils arrivent sur le terrain, on revalorise les salaires pour pouvoir réattirer toutes ces infirmières qui ont quitté le secteur. C'est comme ça qu'il faut agir, pas en faisant ces actes délégués où en plus, non seulement ça peut être dangereux pour le patient, parce que c'est des gens qui ne sont pas formés pour faire... Donc c'est des actes précis qu'une infirmière fait. Mais est-ce qu'on n'exagère pas la dangerosité quand il s'agit de kinés, de médecins ou autres? Est-ce qu'on n'exagère pas Et quand vous discutez en tout cas avec les infirmières, non, on n'exagère pas. Et donc, ce qu'elles reprochent beaucoup aussi, c'est qu'en fait, on leur laisse la responsabilité sur le dos, parce qu'elles vont déléguer des actes, mais ce sont elles qui restent responsables. Et donc ça, elle dit, c'est vraiment un affront supplémentaire. Ma sœur est médecin, je connais aussi de très très nombreuses infirmières. On veut aussi les soulager sur, par exemple, tout ce qui est la gestion de la logistique, tout ce qui est l'administratif. Parce que, Françoise, vous le savez aussi bien que moi, on ne forme pas... Attends, je termine. On ne forme pas une infirmière en 3 semaines. C'est long. Et alors... Les moyens, le fonds blouse blanche, 200 millions, ils sont pérennisés. Donc les moyens sont là et il y aura de l'argent après. Ça, c'est pour la prime. Mais il ne faut pas faire croire... pas la revalorisation. Il ne faut pas mélanger les choses. Il ne faut pas faire croire que cette loi a pour objectif de déléguer des compétences des infirmières vers d'autres. Dans une situation exceptionnelle, je vais faire une image. Il y a le feu. Il y a des pompiers qui sont en train d'éteindre l'incendie. Et à côté, il y a des gens qui disent « mais moi aussi, je prends le tuyau, mais je ne suis pas pompier, je le fais sous votre contrôle ». Et c'est ce qui va se passer. Et ça se terminera le 1er avril, renouvelable 6 mois. Voilà. Oui, mais est-ce qu'on va aujourd'hui enfin écouter le secteur? Donc, il y a des hôpitaux ici à Bruxelles, du réseau Iris, Erasme, qui s'est prononcé en disant « on ne va pas appliquer cette mesure ». Je veux dire, ça, c'est le terrain qui parle. Ça, c'est le terrain qui... Est-ce qu'un jour, on va enfin les écouter? C'est une faculté qui est donnée aux infirmières. Elles ont cette possibilité-là de recourir... Les directions d'hôpitaux s'opposent à appliquer la mesure. Exactement. Donc, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une réquisition. Donc, il faut bien être clair là-dessus. Oui, et c'est limité dans le temps. Mais on dit déjà non maintenant, c'est que ça ne va pas. Ce que dit clairement et Françoise de Smet et les infirmiers, les infirmières qu'on voit sur le terrain, c'est que symboliquement, ça les touche. Qu'on ait pensé faire passer cette loi. Je comprends, c'est pour ça que je dis qu'il y a alors que un problème de c'est clair, comme vous l'avez bien expliqué, je trouve, ça peut être utile. Mais malgré tout, symboliquement, ça passe mal, on ne digère pas. Allez, dans notre dernier sujet, on va parler de la politique. Finalement, c'est déjà ce dont on parle depuis le début de l'émission. On l'aime ou on la quitte, j'avais mis comme sous-titre, mais non. Avec le droit de vote obligatoire, chaque Belge se doit, en tout cas, de comprendre la démocratie belge. Ce n'est pas simple. Des étudiants ont créé l'association Civics et dans ce cadre, ils réalisent des animations explicatives. Voici celle qui explique comment la Belgique fonctionne.
Attends, une vidéo sur le système fédéral belge, mais t'es malade ou quoi? C'est impossible à comprendre et puis de toute façon ça a aucun sens. Tu savais qu'on avait 9 ministres de la Santé? Mais c'est pas étonnant qu'on ait du mal à gérer la crise sanitaire. Ouh là là, aujourd'hui Politics t'aide à comprendre comment fonctionne la Belgique. Alors ok, respire un grand coup et je te promets ça va bien se passer. Alors avant tout, il faut savoir ceci. Avant 1970, la Belgique était un État unitaire décentralisé. C'est-à-dire qu'il y avait un niveau de pouvoir pour tout le pays, mais également des niveaux de pouvoir plus locaux qui devaient toutefois obéir au pouvoir central. Jusque-là, je crois que tu me suis, ça va? Alors, depuis 1970, la Belgique est un État fédéral, c'est-à-dire un État qui possède plusieurs gouvernements. Ça va, c'est pas trop compliqué là. Mais là où ça se complique, c'est quand il s'agit de diviser la Belgique en régions et en communautés. Sachant que chacun a droit à son propre gouvernement. Dans notre pays, il y a 3 régions, la région flamande, la région wallonne, la région de Bruxelles-Capitale, mais il y a aussi 3 communautés. La communauté flamande, la communauté française, dite Fédération Wallonie-Bruxelles, et la communauté germanophone. Ok, on va voir si t'as bien suivi. Vu que chaque communauté et chaque région a son propre gouvernement et qu'il y a un gouvernement fédéral, combien y a-t-il de gouvernements en Belgique? 7? Bah non, faux, parce que ce serait beaucoup trop simple, on est en Belgique quand même. En effet, la communauté flamande et la région flamande possèdent un gouvernement commun, ce qui au total nous fait 6 gouvernements. Tout ça, ça fait quand même déjà pas mal de ministres, hein. Et puis, chaque niveau de pouvoir a ses propres compétences, mais ça on t'en parlera dans une prochaine vidéo. Mais alors, comment on en arrive à 9 ministres de la Santé? Eh bien, si tu veux l'explication en détail, on te met un lien dans la description pour en savoir plus. Ah, la Belgique. Ouf, c'est fini, parce que franchement, moi je vais aller prendre un Dafalgan puis je vais aller m'allonger. Bon. Elle va prendre un Dafalgan, mais je trouve qu'elle a très bien expliqué. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Rachid Madran. Très très bien fait. D'autant plus que Civics et Jeugdparlement, Parlement Jeunesse, sont partenaires avec le Parlement bruxellois et on va faire un concours d'éloquence bilingue au Parlement régional. Et donc, voilà. Moi, là, à ce moment où on en parle, les inscriptions sont clôturées, mais c'est vrai que c'est quand même intéressant, dommage, ce premier en concours. tout cas, voilà, j'espère que ça suscitera des vocations. Et en tout cas, on essaye d'ouvrir le Parlement le plus possible à la jeunesse et d'essayer de leur montrer humblement et modestement comment ça fonctionne, les complexités, les incohérences, mais voilà, c'est notre pays. On l'aime, malgré ses complexités. Et moi, ça me fait toujours plaisir de voir que des jeunes s'intéressent à la chose publique, parce que c'est ça aujourd'hui, le désenchantement par rapport à la politique. C'est à nous, politiciens, aux médias, à faire en sorte que, comment on réattire et comment on peut avancer en sachant que la démocratie est questionnée aujourd'hui. Elle est questionnée. Françoise de Smet, qu'est-ce que vous pensez de ces petites vidéos-là? Je les trouve très bien faites. Après, je serais curieuse d'entendre aussi les jeunes qui la regardent pour voir ce qu'ils en pensent. Mais sur l'aspect du désenchantement par rapport à la politique, je pense qu'il y a plusieurs aspects. Quand on écoute les gens, pourquoi ils deviennent dégoûtés de la politique, un des premiers points qui revient souvent quand même, c'est la déconnexion entre les élus, les ministres et la réalité que les gens vivent au jour le jour. Donc on parlait tout à l'heure de la taxe kilométrique, c'est un bon exemple. Donc on ne nous a pas demandé notre avis, on nous impose quelque chose sur lequel on va payer plus. Donc j'ai lu récemment qu'on allait payer entre 3 et 6 euros le trajet en voiture, qu'on soit bruxellois ou nafteur. Mais est-ce qu'on réalise ce qu'on va demander comme effort pécunier encore aux gens? Et donc... Mais vous estimez que vous êtes déconnecté? Vous êtes élu, hein? Est-ce que vous estimez que mais vous nous, êtes on fonctionne différemment, évidemment. Non, mais je dis vous personnellement, oui, vous, Françoise de Smet. Moi, je ne m'estime pas déconnectée parce qu'on continue à vivre avec un salaire... un salaire... Mais vous coûtez la même chose à la société, Madame de Smet. Cet argument, c'est un argument vraiment populiste. Parce que vous dites... Mais nous, non, il faut bien dire aux gens ce que ça veut dire. Gagne 10 000 € Chaque député touche la même chose. Donc vous touchez la même chose que tous les autres députés. Vous coûtez la même chose à tout le monde. Donc on a un budget, et ce budget, vous préférez le mettre dans des... On a rentré déjà des propositions de loi pour baisser... Il faut être honnête. Madame de Smet, vous préférez mettre l'argent sur Facebook. Sinon on ne comprendra pas. Voilà. Donc Françoise de Smet. Je vais terminer. Oui. Il y a l'aspect déconnexion. Il y a l'aspect... on promet des choses dans les programmes électoraux, et puis une fois qu'on est dans un gouvernement, on applique tout l'inverse. Donc il y a l'exemple de la pension à 67 ans, ce n'était pas dans les programmes des partis. Ils viennent dans un gouvernement, hop, ils l'appliquent. Donc, je veux dire, à un moment donné, ça dégoûte les gens. Vous pouvez nous assurer aujourd'hui que le PTB, si un jour il entre dans un gouvernement, restera exactement sur son programme? On restera sur notre programme. Ça, c'est un principe pas chez dans nous. Un gouvernement, et donc, on a toujours dit on est capable de faire des compromis, mais on n'est pas, on va jamais
passer les lignes rouges de nos points de rupture. Ça, on ne fera pas. Donc si on dit qu'on ne va pas allonger l'âge de la pension, on ne le fera pas. Point. OK. Et puis, il y a l'aspect aussi de dire la vérité, effectivement. Donc, si on ne le met pas dans le programme, alors on ne l'applique pas une fois qu'on est dans un gouvernement. Et puis, il y a tout l'aspect aussi, donc la participation, donc la façon dont nous, on voit la démocratie participative, ce n'est pas seulement la consultation. C'est aussi qu'on est quand même un pouvoir décisionnel. Et donc une codécision. Une codécision, oui. Et donc, un bon exemple est par exemple l'Irlande. L'Irlande qui a un référendum contraignant et qui a aussi des commissions délibératives. On a eu beaucoup de débats au moment du Parlement. Mais ça fonctionne parce qu'il y a ce côté contraignant après, qu'une fois qu'on a discuté et qu'on a débattu tous ensemble, on va l'appliquer parce qu'on est tous d'accord. Rachid Madran, une dernière petite remarque là-dessus, puis je voudrais écouter les experts. Oui, sur la déconnexion du politique par rapport aux citoyens, juste rappeler à tout le monde ce que je disais, je le dis calmement. Un élu PTB coûte exactement la même chose qu'un élu écolo ou qu'un élu PS ou qu'un élu MR. Juste rappeler ça. Le coût à la société est identique. 2. Les promesses. Oui, ils ne respectent pas les promesses. Oui, on fait des accords avec les autres partis, on essaie de dégager un consensus pour pouvoir travailler ensemble. Ma chère Françoise, vous faites des tas de promesses. Et puis, vous savez que vous ne participerez jamais puisque vous refusez de manière catégorique à ne jamais faire de compromis. Ça veut donc dire que vous faites que des promesses qui ne seront jamais exécutées. Donc, vous êtes en permanence dans soit la promesse, soit la contestation, soit la protestation. Mais vous ne serez jamais dans la construction puisque vous refusez même l'idée de pouvoir céder un iota de ce que vous promettez. Donc ça veut dire que le PTB est condamné à rester dans l'opposition, ou alors le jour où j'ai 80 ans, peut-être qu'un jour vous serez majoritaire seul, et alors vous pourrez appliquer ce que vous voulez. D'abord sur le terrain, je voudrais quand même préciser que sur le terrain on est actif, on a aussi des maisons médicales, on rend aussi du service concret aux gens, etc. J'ai jamais dit le contraire. Et on a toujours dit qu'on était capable de faire des compromis, donc quand il y a des lois qu'on vote aussi au Parlement plein de fois qui ne sont pas forcément dans notre programme non plus, mais je veux dire, à partir du moment où on commence à appliquer des mesures qui vont à l'encontre de notre manière de voir qui est de protéger les plus faibles, de ne pas faire qu'il y ait plus d'inégalités sociales dans la société, etc. Ça, évidemment, ça va à l'encontre de ce qu'on défend. C'est les lignes rouges dont vous parliez tout à l'heure. Oui, absolument. C'est ça. Vanessa Lhuillier, là-dessus. Effectivement, à part avoir un système majoritaire, ça va être compliqué du coup. Alors après, en tant que Française aussi, moi c'est vrai que je suis très admirative de la petite vidéo que vous avez montrée parce qu'il y a cette blague, si on explique en moins de 5 minutes le système belge à un Français et qu'il a compris, c'est que vous avez mal expliqué. Donc c'est un petit peu ça le principe. C'est vrai que c'est pas mal. C'est fini, on ne pourra plus la raconter. Voilà, maintenant on pourra montrer cette vidéo. Mais donc effectivement, plus le système est compliqué, plus c'est complexe d'intéresser le citoyen aussi. Alors on parle beaucoup de participation pour l'instant. On n'a pas encore trouvé, à mon sens, la bonne formule pour intéresser vraiment tous les citoyens. Tout le monde tâtonne un petit peu. Il y a ce problème, alors soit de la fracture numérique quand on fait des enquêtes publiques à grande échelle sur Internet, soit des réunions tard le soir, donc ça veut dire que c'est pas forcément tout le monde qui peut y aller, ou alors la journée, mais ça va être les retraités. Il n'y a pas encore la formule parfaite. Voilà, la formule parfaite, elle n'existe pas, et ça c'est compliqué. Et puis ensuite, il y a aussi certainement dans la façon dont fonctionnent les partis, un manque d'ouverture à l'extérieur aussi, et qui donne un peu un sentiment d'opacité à un moment donné, c'est-à-dire que de toute façon, vous votez pour n'importe qui, ça ne fonctionne pas, on est toujours avec les mêmes personnes qui restent au pouvoir. Je pense que ça n'aide pas. Le dernier mot à Mathieu Ladevez. Sur la déconnexion, je rejoins parfaitement ce que Vanessa a dit, c'est-à-dire le fait d'avoir des hommes politiques, des élus qui sont là depuis 30 ans, qui font une carrière politique, uniquement une carrière politique. Les gens se disent mais à quoi ça sert de voter à droite, à gauche, c'est toujours les mêmes. Et je pense que le salaire, quel qu'il soit, qu'il coûte ou pas, mais le salaire poche qui arrive dans la poche d'un député ou d'un ministre bruxellois est fort élevé. Donc pour moi, ça crée un sentiment de déconnexion de la part du citoyen de base qui gagne 1 500 ou 2 000 ou 3 000 euros par mois. Il se dit mais comment peut-il être conscient de réalité alors qu'il gagne 2 fois plus? Bon, un député, ça ne travaille pas non plus 40 heures par semaine, 60 heures par semaine, il ne faut pas exagérer. Deuxième chose... Oui, ça dépend peut-être desquelles. Ça dépend lesquelles. La grande majorité. Vous travaillez combien d'heures par semaine? Moi, je ne compte pas mes heures. Mais, oui. On est tout le temps occupé, quoi. Oui. Ouais. Donc 60... Ça dépend lesquelles, je suis d'accord. Voilà, ok. Et Rachid Madran aussi, je pense que le débat est principalement sur
ce qu'on gagne. Parce que, je veux dire, il y a des infirmières qui travaillent aussi énormément toutes les semaines et qui n'ont pas ce salaire. Et là, on a un problème. Mais tous les 5 ans, un député retourne auprès de son électorat. Est-ce que j'ai bien travaillé? Si j'ai pas bien travaillé... Voilà. Ouais, mais le système est tellement biaisé en Belgique que c'est toujours les mêmes qui sont réélus. Hein. Ça, c'est un peu limite. Je n'ai pas été réélu en 2009, ça m'est arrivé. Non, mais je voulais dire, par contre, je pense que la personne qui s'intéresse vraiment à l'actualité politique, à ce qui fait changer sa ville, l'urbanisme, la mobilité, enfin tout ça, donc ce sont des choses politiques, ce sont des décisions politiques. Celle qui s'y intéresse vraiment, il y a forcément ou assez facilement accès, je trouve. Alors parfois, en termes de mobilité, on voit que les écolos grognent, que le gouvernement actuel, en général, n'a pas écouté les Bruxellois, a pris des décisions sans aucune concertation, c'est un choix. Par contre, on voit, à contrario, sur le PAD, le pas de loi, là, le quartier européen, on voit qu'il y a eu des grosses critiques sur les aménagements de l'époque. On a vu que le gouvernement bruxellois a fait un pas en arrière. C'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire que le gouvernement, les élus, écoutent ce que disent les voix, parfois fort initiées, parfois peut-être trop initiées par rapport à celui qui n'a pas le temps de s'y intéresser. Donc, il y a des accès à l'information, il y a des accès au débat et à la concertation. Je vous remercie d'avoir mis un peu de nuance. On passe à nos coups de cœur. Vanessa, vous voulez nous parler d'un festival de cinéma, mais à distance. Mais oui, puisque toutes les salles sont toujours fermées, malheureusement. Donc, si vous voulez avoir un peu accès à la culture, ça devient un peu compliqué. Alors, on va sauter sur l'occasion avec le festival du film méditerranéen, donc Cinémamed, qui a commencé jeudi soir et qui se poursuivra jusqu'au 5 décembre. Alors, ils ont fait une version 100% digitale avec des films, des documentaires. Il y a aussi des animations, des rencontres avec des réalisateurs. Puis il y a des échanges aussi entre les personnes. Et chaque film est au prix de 6 €. Pas mal. Et vous, Mathieu Ladevez, aussi de l'image? Alors moi, c'est aussi de l'écran, mais c'est pas cinéma, c'est devant son smartphone ou devant son laptop. Et c'est gratuit. C'est Bruxelles Footage qui a diffusé, qui a sorti 200 vidéos des archives de la Sonuma, qui sont on voit sur le site bxlfootage.be, on peut aller voir plein de choses. On voit le bois de la Cambre sous la neige dans les années 50, on voit l'arrivée des voitures, on voit des vidéos 1905, des petits films très rigolos. C'est juste magique, c'est gratuit, il faut aller voir et en profiter. J'espère qu'il y en aura beaucoup plus. Et c'est la Sonuma et Point Culture. Merci à tous les invités d'être venus. On se retrouve samedi prochain pour une autre émission des experts.